Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour discuter d'un sujet très important, hein, puisque nous allons parler de cette norme volontaire DSME et de l'indicateur climat. Donc nous parlons plutôt PME ETI ce matin avec Delphine, Sarah, Marc, Guillaume et Juliette, à qui je vais donner la parole dans un instant. Avant de leur donner la parole, je vais vous présenter, comme d'habitude, notre programme d'ici la fin de l'année. Programme, vous le savez, qui est extrêmement dense, hein, puisque la semaine prochaine, nous parlerons de Listing Act, une conférence vraiment très intéressante à laquelle je vous encourage vivement à vous inscrire. C'est Anna Kick qui est associée chez KPMG et qui est en charge de la direction technique Capital Markets et Sandrine Favre, qui est senior manager chez KPMG à la même direction technique. Elles vont nous présenter bien sûr un décryptage des principales dispositions du Listing Act, mais également un retour d'expérience sur les premières applications des exemptions de prospectus et un panorama des évolutions réglementaires. Ce sera franchement, je crois, vraiment très très intéressant. Voilà, donc le 7 octobre prochain, n'oubliez pas de vous inscrire. Ensuite, quelques conférences très habituelles, hein, puisque le 6 novembre, nous parlerons avec Émilie Blanc, qui est la directrice, vous savez, la direction des affaires comptables de l'AMF, des recommandations de l'AMF pour l'arrêté des comptes annuels 2025. Donc cette année, ce sera donc le 6 novembre. Le 13 novembre, nous parlerons là de l'actualité et des nouvelles normes de l'IASB avec Bertrand Perrin, qui est le membre français du board de l'IASB. Donc, le panorama de l'actualité de l'IASB le 13 novembre. Nous parlerons le 25 novembre avec sa présidente de l'actualité de la Haute Autorité de l'Audit, de la H2A. Donc, Florence Pébernès nous fera l'amitié de répondre aux questions de Patrick Ivins, Florence, bien sûr, étant la présidente de la H2A. Ça, c'est donc le 25 novembre. 2 jours plus tard, le 27 novembre, nous parlerons avec Édouard Fossa, qui est associé chez Forbis Mazars, de l'arrêté des comptes et des difficultés à attendre pour l'arrêté des comptes en IFRS, des comptes 2025. Donc ça, c'est le 27 novembre. Le 2 décembre, une conférence plus d'ouverture, dirons-nous, puisque nous parlerons de la lutte contre la criminalité financière avec Pierre Allégret, qui est sous-directeur des sanctions et de la lutte contre la criminalité financière, qui est sous-directeur à la DG Trésor. Et puis nous terminerons l'année le 16 décembre et nous reparlerons de reporting de durabilité avec Carole Masson, que vous connaissez, puisqu'elle nous a déjà fait beaucoup de conférences sur le sujet. Carole est associée chez Forbis Mazars et vice-présidente de la commission durabilité de la CNCC. Et puis elle coordonne le comité ESRS également de la compagnie. Elle est également membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'autorité des normes comptables. Et puis nous aurons oh, pardon, excusez-moi, Yanja Ramananarivo, qui est associée chez EY, que vous connaissez aussi très bien, puisqu'elle nous a fait également de nombreuses conférences sur le sujet. Elle était également coordinatrice du comité ESRS de la compagnie, membre de la commission des normes d'information en matière de durabilité de l'ANC. Donc cette conférence du 16 décembre nous permettra de faire un point assez complet du reporting de durabilité selon les ESRS avec les points d'attention pour la clôture. Donc aujourd'hui, nous parlons également de sustainability, de durabilité en bon français. Alors ce ne sont pas véritablement les ESRS que nous abordons aujourd'hui, puisque nous parlons des dispositions à la disposition des PME et des ETI. Donc nous parlerons de cette norme DSME. Et nous parlerons également de l'indicateur climat de la Banque de France, avec, donc pour ce qui est de l'indicateur, Guillaume Richet-Bourbous, qui est chef du service climat entreprise à la Banque de France. Un grand merci, Guillaume, de votre présence. Et avec Juliette Mataran, qui est en charge du déploiement du portail RSE à la DGE, la Direction générale des entreprises. Et puis pour nous parler de la norme volontaire, la norme VSME,
Un grand merci Sarah Guéraud, qui est associée chez Croix Fideliance et coordinatrice de la task force reporting ETI PME de la compagnie. Donc, c'est Sarah qui nous a organisé cette conférence. Un grand merci, Sarah. Nous écouterons également Marc Jeannenez, qui est directeur chez Forbis Mazars, également membre de cette task force reporting ETI PME. Et puis Delphine Lefranc, qui est associée chez Groupe Secob et qui est également membre de cette task force reporting ETI PME. Un grand merci à tous les trois. Je crois que ça va être passionnant. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Juste un tout petit mot pour les participants, en dehors de mes remerciements pour votre fidélité. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions sur le fil Q et R et nous y répondrons, plus exactement les intervenants y répondront en fin de conférence. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Sonia, pour cette introduction. Alors, en effet, on est ravis d'être avec vous ce matin, de bonne heure, pour vous parler de ce sujet qui reste incontournable, la durabilité et les outils qui sont désormais disponibles pour les PME, mais aussi voilà, les belles ETI, pour mettre en œuvre du coup, une démarche du coup, RSE. Alors, avant de démarrer, du coup, cette première séquence qui concerne la VSME et vous présenter concrètement cet outil, je voulais un peu replacer quelques éléments de contexte et notamment le fait qu'aujourd'hui, vous le savez, les entreprises doivent répondre à plusieurs défis. Les défis économiques, avec voilà, des difficultés du fait du contexte géopolitique que nous avons, des défis digitaux de transformation, je pense notamment du coup à l'IA, et puis des réalités physiques avec du coup le climat voilà, qui se dérègle et des conséquences qu'on a aujourd'hui très concrètement du coup au sein des entreprises. Et finalement, pour répondre à cela et préserver la valeur des entreprises, on est persuadé au niveau de la compagnie que la durabilité est un incontournable et que la mise en œuvre d'une démarche RSE renforce voilà, l'entreprise tant sur son marché économique pour se différencier que attirer les talents. Aujourd'hui, voilà, de plus en plus du coup de jeunes voilà, souhaitent que l'entreprise prenne en considération des enjeux ESG et aussi tout simplement du coup augmenter du coup la valeur de l'entreprise en cas de cession. On sait que voilà, il y a aujourd'hui euh, une surcotation du coup de la valeur quand on intègre du coup des critères ESG. Donc voilà, ça c'était un petit peu des éléments de contexte pour donner, voilà, dans un contexte où finalement voilà, on est dans une période un peu agitée, où la durabilité avec la refonte de la CSRD fait poser beaucoup de questions. Donc moi je vais voilà, vous parler dans cette première partie de la nécessité voilà, de faire du coup ce reporting RSE. Et ensuite, Delphine et Marc vous présenteront du coup le contenu de la norme et du coup sa mise en place. Alors tout d'abord, du coup, dans ce contexte voilà, de transformation, hein, comme je vous le disais, on sort d'une période agitée. Les enjeux de durabilité restent stratégiques et les entreprises voilà, doivent pousser du coup à se structurer pour mettre en œuvre du coup une démarche RSE. Et le reporting de durabilité est un outil qui permet voilà, d'allier aujourd'hui performance et résilience du coup dans un contexte compliqué. Alors je reviens un petit peu sur ce contexte voilà, légal et réglementaire. C'est toujours bien de comprendre pourquoi l'Europe a souhaité proposer cette norme adaptée pour les PME. Alors initialement, dans le cadre du Green Deal, hein, quand voilà, la Commission européenne a voulu voilà, mettre en œuvre du coup ce dispositif, il y a eu un état des lieux qui a été fait. Et cet état des lieux avait mis en avant que finalement, pour les PME, c'était assez chronophage de répondre à des questionnaires RSE de leurs donneurs d'ordre, qui n'étaient pas du coup harmonisés. Et du coup, dans le cadre de la mise en œuvre du coup de la CSRD, l'Europe a tout de suite souhaité mettre en œuvre du coup un reporting adapté pour les PME pour qu'il soit simple et uniforme et pour du coup voilà, mieux communiquer sur les efforts faits par l'entreprise. Donc le projet de norme élaboré par l'IFRAG a été diffusé en décembre 2024 et a été validé
par une recommandation par la Commission européenne en juillet 2025. Alors cela reste une norme hein, volontaire, voilà, qui a pour objet du coup de s'adapter au mieux possible du coup à l'organisation du coup de la PME et de répondre voilà, tout simplement voilà, aujourd'hui au marché qui impose de plus en plus du coup des indicateurs du coup ESG. Euh, et c'est vrai que dans ce contexte où aujourd'hui voilà la réglementation, du coup les entreprises concernées du coup par la CSRD sont des très grandes entreprises. Du coup, il était intéressant d'avoir du coup cette norme qui permet de donner un cadre du coup aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, voilà, une entreprise qui souhaite démarrer, bah, voilà, c'est pas trop comment. Bah, finalement, en fait, voilà, VSME permet de répondre du coup à cela. Alors, un point aussi sur ce contexte où nous sommes aujourd'hui, comme je vous le disais du coup précédemment, il y a trois grands défis sur lesquels les entreprises doivent répondre aujourd'hui, et notamment un défi de réalité physique. On a des réalités climatiques et écologiques qui sont actuelles. Hein. Voilà, je ne sais pas où vous êtes partis en vacances, j'espère que vous êtes passés dans des beaux endroits. Mais voilà, on a des périodes de chaleur de plus en plus intenses, voilà, des incendies voilà, de plus en plus nombreux, des stress hydriques, voilà, sécheresse. Voilà, on a quand même des aléas climatiques qui sont voilà, de plus en plus nombreux et qui pèsent aujourd'hui voilà, sur l'entreprise. Et ça génère hein, concrètement voilà, des conséquences économiques immédiates. Et l'objectif, du coup, de prendre en considération tous ces éléments, c'est comme je vous le disais, pour préserver du coup la valeur du coup de l'entreprise et éviter une crise sociale voilà, et économique du fait de ces contextes qui sont de plus en plus tendus. Et c'est pour ça que anticiper les risques, réviser du coup la stratégie de l'entreprise, s'engager pour faire face à ces évolutions-là, c'est essentiel que les entreprises prennent en considération tous ces éléments pour prendre demain du coup des bonnes décisions et pouvoir voilà, préserver du coup voilà, la valeur du coup de la structure. Mais elles ne sont pas les seules, du coup, à prendre en considération ces différents sujets, et notamment des parties prenantes très, très impliquées. Hein. Je pense notamment d'abord aux clients. Voilà, les grands donneurs d'ordre, du coup, demandent aujourd'hui de plus en plus du coup, d'informations sur la démarche et les engagements ESG des structures. Voilà, alors ça peut être par le biais de labels, voilà, de notation RSE, mais en fait, elles souhaitent avoir des fournisseurs robustes, hein, tout simplement, d'avoir des partenaires qui s'alignent aussi sur leur vision. Et aujourd'hui, le prix ne suffit plus. Voilà, ça reste du coup, bien sûr, des critères essentiels dans les appels d'offres, mais pour se différencier, les critères ESG apportent une réelle approche de résilience dans ce contexte qui est aujourd'hui compliqué. L'autre partie prenante qui pousse sur ces sujets, ce sont les banques. Aujourd'hui, qui veulent s'assurer tout simplement de la solidité du coup des financements voilà, qu'ils proposent les entreprises, de leurs actifs, à travers du coup voilà, des indicateurs de performance. Et donc voilà, on le voit de plus en plus avec des prêts à taux bonifiés, voilà, des démarches de plus en plus poussées vers un engagement du coup RSE de la structure. Et puis aussi le consommateur, voilà, qui attend plus de transparence, d'éthique et d'engagement réel du coup dans ces démarches-là. Donc en fait, c'est un indispensable. Aujourd'hui, la durabilité est essentielle et c'est important que l'entreprise du coup s'interroge sur ses enjeux prioritaires afin de réduire son exposition de risque et ainsi du coup d'assurer sa performance économique du coup à long terme. Donc c'est vraiment voilà, pour garantir la pérennité de l'entreprise. Alors, pourquoi c'est un outil du coup indispensable du coup le reporting? Parce qu'en effet, voilà, c'est important de commencer du coup à mettre en place du coup une démarche, à la structurer, mais aussi c'est important de la communiquer. Parce que si du coup l'entreprise ne valorise pas du coup ses efforts,
finalement, voilà, elle va pas pouvoir, heu, mettre en avant, auprès du coup de ses parties prenantes, du coup d'afficher du coup ses résultats et ses engagements. Donc c'est pour ça qu'il est important du coup qu'elle utilise du coup cet outil de reporting comme un outil du coup d'amélioration continue et de pilotage. Ça va lui permettre du coup d'avoir une vision du coup voilà des progrès du coup réalisés. Ça c'est important pour un dirigeant voilà de mesurer du coup les actions qui ont été prises, de se conformer aussi à des pratiques du coup du secteur, qui, pour certains, voilà, des concurrents publient de plus en plus du coup c'est des informations sur la durabilité et puis, tout simplement éviter, le recours à des questionnaires multiples. On sait que voilà, pour des PME, c'est extrêmement chronophage, de répondre à plein de questionnaires différents. Voilà, donc garantir du coup un reporting qui soit complet avec, les informations nécessaires pour tous, du coup ça permet, du coup aux entreprises d'aller dans une démarche du coup, de résilience. Donc avant de démarrer, et de laisser la parole à Delphine sur, voilà le contenu de cette norme, ce qu'on souhaitait, vous indiquer enfin dans l'intérêt du coup de cette VSME, c'est qu'elle est vraiment aujourd'hui c'est une attente, hein, croissante du marché, de répondre à ces démarches du coup de durabilité. Comme je vous le disais, ça va améliorer du coup l'attractivité du coup de l'entreprise auprès de collaborateurs ou de candidats. Ça va, permettre du coup de préserver la valeur en maîtrisant les risques aujourd'hui, voilà, et de renforcer du coup la compétitivité de l'entreprise dans un contexte du coup économique compliqué et puis accéder à des financements, voilà, tout simplement aujourd'hui, et de pouvoir, du coup, croître du coup faire voilà, faire croître l'entreprise, hem, au niveau du coup de son activité. Donc je laisse la parole à Delphine sur le contenu de la norme. Merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons voir maintenant plutôt le contenu de cette norme VSME. Vous aurez bien compris, donc comme vous l'a exposé Sarah, la nécessité du reporting. Cette norme VSME, elle est destinée en fait à fournir aux PME un cadre simplifié qui leur permette de partager des informations pertinentes sur leur performance ESG. Et donc le fonctionnement de cette norme repose sur une démarche structurée qui va intégrer des étapes clés telles que l'identification des risques, l'évaluation des vulnérabilités et accompagner les PME dans leur amélioration continue pour pouvoir fournir en fait une information structurée sur leurs actions RSE. Donc la norme VSME, effectivement, donc, est une norme adaptée aux attentes des PME, hein, puisque l'objectif est clairement de fournir un cadre simplifié et adapté de structuration des informations de durabilité. Un référentiel également qui soit comparable et applicable à toutes les PME. L'objectif de cette norme, c'est de soutenir les PME en leur permettant plusieurs choses. Il s'agit de contribuer à une économie plus durable et inclusive. Il s'agit également d'améliorer la gestion des enjeux de durabilité auxquels les PME sont confrontées, c'est-à-dire, comme l'évoquait Sarah, les défis environnementaux et sociaux, tels que la pollution, la santé, la sécurité. Et ça leur permet également de soutenir leur croissance compétitive et de renforcer leur résilience à court, moyen et long terme. L'objectif également de cette norme est de fournir des informations qui aideront à satisfaire la demande de données des prêteurs, des fournisseurs, comme ça a été évoqué précédemment. Et enfin, c'est de fournir des informations également qui aideront à satisfaire les besoins de données des grandes entreprises qui demandent des informations en matière de durabilité à leurs fournisseurs. Donc, vous pourrez retrouver cette norme plus en détail en cliquant sur la petite icône des slides. Donc, cette norme est également disponible en français, notamment sur le portail RSE qui vous sera présenté. Sur le fonctionnement de la norme en lui-même, en fait, c'est une norme qui est relativement simple et facile à prendre en main. C'est une norme qui est composée de 15 pages, donc elle est assez courte, facile à prendre en main puisqu'il existe un guide d'application très développé de près de 35 pages. Elle présente en fait un nombre limité d'indicateurs attendus qui permet de limiter l'effort de collecte et de mise en œuvre du reporting avec une forte flexibilité, c'est-à-dire
on publie uniquement si applicable, hein. Donc, on publie ce qui est pertinent pour l'entreprise. Donc, c'est là également où la démarche est intéressante et relativement simple pour les entreprises. Donc, il y a également une grande liberté pour présenter les politiques et les actions en matière de durabilité et un langage, un référentiel commun avec les parties prenantes. Donc, cette norme est divisée en deux blocs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on a un bloc un module de base, hein, qui est construit avec une logique d'applicabilité où l'entreprise ne publie que ce qui la concerne. Et puis, un module narratif, un module complet qui permet de répondre à des demandes ESG avancées qui émanent d'investisseurs, de banques ou de grands clients. Donc là, on est rendu sur la slide suivante. Merci. Donc, le rapport VSME, donc c'est un moyen structuré, hein, de communiquer avec les parties prenantes, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est un cadre simplifié, adapté. Le module de base, donc lui, c'est un module qui se caractérise par 11 indicateurs ESG essentiels, structurés en 3 piliers, les 3 piliers ESG pour environnement, social et gouvernance. À noter l'absence en fait de double matérialité, hein, telle qu'elle était prévue initialement dans la CSRD. Donc là, on a vraiment cette notion de si applicable, ce qui permet une flexibilité dans le choix des indicateurs pertinents pour l'activité de l'entreprise. Le module complet, lui, est un module narratif, hein, qui aborde plusieurs sujets comme les modèles d'affaires durables, les enjeux de diversité, d'inclusion, les risques climatiques, les stratégies d'adaptation ou encore les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est un module qui adopte une approche plus narrative que le module de base. Il nécessite l'application préalable du module basique, hein. Donc si on applique le module complet, hein, c'est qu'on applique le module basique. Et il permet aux entreprises, selon leurs besoins, de valoriser leurs bonnes pratiques et de communiquer sur leurs actions concrètes en matière de durabilité. Donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, de ce module. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Marc pour la notion de si applicable, qui vient remplacer cette notion de double matérialité. Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, Delphine l'a évoqué, il y a un principe qui est important, c'est celui de pertinence de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise communiquera l'information en fonction finalement de circonstances particulières qui peuvent être liées par exemple à l'application d'un cadre réglementaire ou à une activité. C'est le cas notamment pour la pollution, où en fait les informations qui seront publiées le seront uniquement si l'entreprise est déjà tenue en fait de publier ces informations au titre de la législation ou du cadre réglementaire national, ou si elle l'applique de façon volontaire dans le cadre d'un système de management environnemental. On donne d'autres exemples sur cette diapositive, par exemple sur le plan de transition. En fait, pour les entreprises qui sont dans un secteur à fort impact climatique, donc c'est là finalement la caractéristique qui va venir conditionner ou non la publication de cette information, les secteurs que vous voyez à gauche de la diapositive, si l'entreprise finalement opère dans un de ces secteurs, si elle a un plan de transition, si elle a adopté un plan de transition, alors elle peut donner des informations sur ce plan de transition, et notamment dans quelle mesure il contribue finalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et si finalement elle n'a pas adopté de plan de transition, alors elle doit préciser finalement si elle va en adopter un, et si c'est le cas, à quelle échéance. Voilà, pour vous donner des exemples finalement concrets de cette notion de pertinence, ou de si applicable sur la partie finalement pour la norme en anglais. Sachant qu'il ne faut pas confondre cette notion de si applicable, c'est-à-dire qu'il va se déclencher en fonction de critères, avec la notion de obligatoire ou non obligatoire. Parce que peut-être que si vous avez l'habitude des normes ESRS, vous avez l'habitude du doit ou du peut, on va retrouver le même principe dans les normes finalement, enfin dans la norme volontaire, et effectivement certaines informations vont être obligatoires ou facultatives, donc ça à chaque fois c'est précisé. Donc il y a bien ces deux dimensions qui rentrent en ligne de compte. Voilà. On donne un autre exemple sur la question, par exemple, du reporting de la parité, en fait, qui va s'appliquer en fonction d'un seuil d'un nombre de salariés. Donc ça aussi, ça fait partie des critères qui peuvent finalement exiger ou non la publication de l'information. Ensuite, on se propose de vous donner deux exemples potentiellement de modules qu'on pourrait retrouver dans un rapport VSME. On a pris un premier exemple articulé autour du module de base d'une entreprise du numérique, d'accord? Et on vous présente effectivement le pilier finalement des informations transverses et notamment la partie environnementale et sociale. Donc, dans le secteur du numérique, on va s'attendre à trouver finalement à ce que l'entreprise publie des informations au titre
de son bilan de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez apparaître scope 1 et 2, parce qu'effectivement, quand on est dans le module de base, finalement, le scope 3 n'est pas exigé. Il l'est dans le module finalement dans le module complet. Et encore, il faut que l'entreprise se pose la question de la pertinence, de l'importance de ce scope 3 par rapport à son secteur d'activité. D'accord? Donc, forcément, au regard de l'activité dans le numérique, il y a cet enjeu des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y aura aussi sans doute un enjeu et à publier l'information autour de l'économie circulaire, de la gestion des déchets. Donc, vous voyez qu'on a écarté potentiellement l'eau, la pollution, la biodiversité au regard de l'activité de l'entreprise. Par rapport finalement, voilà, on va passer au deuxième exemple où là on est dans le module complet. Dans le module complet, vous voyez apparaître des briques finalement orangées qui viennent renforcer, finalement compléter le module de base, notamment dans la partie transverse. Vous voyez des informations qualitatives intéressantes et pertinentes par rapport finalement à la taille et sans doute aux attentes des parties prenantes. Dans cet exemple-là, on est dans un groupe hôtelier, d'accord? Donc, et finalement, on va retrouver dans la partie transverse des informations relatives au modèle d'affaires, à la stratégie entre le lien pardon, entre la stratégie du groupe et les enjeux de durabilité. Et puis, ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand on est dans le module de base, finalement, pour tout ce qui tourne autour des politiques, des actions et des indicateurs, dans le module de base, il suffit de dire si l'entreprise a des politiques, des actions ou des indicateurs, alors que quand on est dans le module complet, c'est à ce moment-là qu'elle va finalement les décrire et les préciser. Voilà. Et donc, dans la partie environnementale, finalement, au regard de l'activité d'un groupe hôtelier, et au regard de la taille, on voit apparaître l'enjeu du scope 3 dans le module B3 en bleu, et sans doute aussi la question des cibles de réduction des gaz à effet de serre, et puis la question du risque, finalement, des risques physiques en lien avec l'activité d'un groupe hôtelier qui a forcément des actifs qui sont potentiellement exposés à des aléas climatiques. Et il y a un enjeu de préservation aussi de la valeur de ces actifs et de résilience, comme on l'a évoqué précédemment. Donc sans doute que le module complet pour cet acteur serait enrichi de ces éléments-là. Voilà. Je propose de rester sur le focus environnemental et pas forcément décrire la partie sociale. Au regard de la taille et de l'activité, on verrait sans doute apparaître d'autres indicateurs, mais on aura l'occasion d'y revenir dans quelques secondes, finalement, en prenant un exemple concret du fichier Excel qui vous permet de retrouver ces différentes briques. On a deux diapositives qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, qui visent aussi à vraiment à vous, comment dire, à illustrer le fait que cette norme, elle est très concrète et elle accompagne finalement les, les entreprises. Il y a une dimension vraiment pas à pas, dans le sens où non seulement finalement les indicateurs sont explicites, on va détailler par exemple les formules de ces indicateurs, mais on va aussi donner les outils finalement à l'entreprise pour qu'elle progresse et finalement voilà, qu'elle progresse dans ses analyses. Typiquement, sur la question de la publication des informations liées au prélèvement d'eau, on va demander si l'entreprise est finalement est concernée de publier les prélèvements d'eau dans les zones à stress hydrique élevé. Donc là, l'entreprise, imaginons qu'elle n'a pas du tout, elle n'est pas du tout mature sur ce sujet, elle pourrait se dire, mais comment je fais cet exercice? Eh ben, finalement, dans le guide d'application de la norme, on va finalement lui proposer des outils, notamment la base Aqueduc. Et donc, voilà, dans la norme, vous avez le lien vers cette base de données, et ensuite, elle pourra être accompagnée pour faire cet exercice de cartographie. Voilà. Et elle peut même aller plus loin, effectivement, dans l'exercice en essayant de se projeter sur l'évolution, justement, des zones à stress hydrique. Mais déjà, dans un premier temps, ce qui lui est demandé, c'est de faire cette photographie par rapport à, finalement, à ces implantations actuelles. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette dimension d'accompagnement dans la publication des informations et dans la démarche finalement de durabilité au-delà de la publication d'informations. De la même façon, on va peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais ayez en tête que pour les déchets, en fait, ce qui est demandé, c'est une classification des déchets selon finalement la catégorie dangereux, non dangereux, et puis selon finalement l'orientation vers le recyclage ou la réutilisation. Là, de la même façon, une entreprise qui serait pas matière sur ce sujet, on va finalement lui proposer un lien vers le catalogue européen des déchets avec des exemples aussi, et puis finalement et aussi également avec le cadre réglementaire qui s'applique, notamment la directive déchets et la classification des déchets en dangereux ou non dangereux en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Et il y a même des propositions finalement des modèles de tableaux qui peuvent être utilisés pour restituer les informations. Voilà, et donc on vous propose peut-être voilà, au cours de quelques minutes de vous présenter finalement un fichier qui est très intéressant, qui a été mis à disposition
par les FRAG en mai, qui a été actualisé en juin. En fait, il y a deux fichiers. Il y a un fichier, si vous voulez, qui est vierge et qui permet finalement à l'entreprise de finalement alimenter les informations attendues. Et puis, il y a un fichier qu'on va vous présenter, qui est un exemple en fait de fichier alimenté et qui est aussi assez finalement facile à prendre en main. Et donc, je vais prendre la main sur le partage en vous partageant ce fichier pour vous illustrer concrètement, euh, au moins vous donner un aperçu de ces différentes composantes. Voilà, donc à l'écran, vous allez voir apparaître ce fichier. Alors bien entendu, hein, on ne va pas passer sur chaque ligne, mais au moins l'idée c'est que que vous commenciez à vous familiariser avec l'architecture et la philosophie de ce fichier. Vous avez je vais peut-être encore zoomer un petit peu, vous avez un onglet finalement introduction qui explicite comment utiliser le fichier et peut-être juste évoquer le fait que vous avez un code couleur qui va vous permettre ensuite dans les onglets de vous repérer. C'est-à-dire que quand on est sur les principes généraux qui s'appliquent quel que soit le module, on a ce code couleur bleu, quand on est dans le module de base vert et le module complet orange. D'accord? Donc ça vous permet de vous repérer assez facilement dans la structure des informations. Et puis, il y a finalement des contrôles de cohérence qui existent pour vous dire, voilà, est-ce que finalement l'exhaustivité des informations attendues est bien au rendez-vous avec finalement, quand vous avez des informations manquantes, pardon, un petit code couleur rouge qui apparaît. Ensuite, vous avez un onglet qui est intéressant, qui est un peu un onglet table de matière. D'accord, qui représente finalement l'ensemble des informations entendues sur les deux modules et qui sert un petit peu de contrôle de l'exhaustivité. Là aussi, vous retrouvez finalement le OK, parce qu'en fait, cet exemple, il a été alimenté et il est complet. Mais si vous faites le test et que vous enlevez des informations, vous aurez une petite alerte sur le fait qu'il manque une information à compléter. Et là, ensuite, ça va vous permettre, si vous voulez, ça va faire des liens qui vont vous renvoyer aux différents onglets. Donc, si je vais par exemple sur l'onglet finalement d'information générale, ayez en tête que ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez la référence au paragraphe de la norme dans cette première colonne, la colonne A. Vous voyez, par exemple, la 24A, si je clique dessus, hop, je vais directement sur le paragraphe de la norme en question. Et puis, vous avez aussi le lien vers finalement la guidance de la norme, comme on le disait, finalement, une guidance qui est encore plus copieuse et plus fournie que la norme en tant que telle. Et donc, ça vous permet d'y accéder directement en face de chaque information demandée. Donc, c'est aussi quand même très intéressant. Le code couleur, vous le retrouvez ici par rapport aux informations attendues. Là, dans cet onglet Information générale, on est vraiment dans le paramétrage et la fiche d'identité de l'entreprise. Par exemple, l'exercice qui est concerné. Est-ce que finalement le rapport, il concerne bien, si on est dans un groupe, un rapport consolidé? C'est pas une obligation, mais c'est recommandé. D'accord? Et puis voilà, vous avez un certain nombre d'autres informations qui sont demandées. Par exemple, des données un peu clés de chiffre d'affaires, total bilan ou nombre d'employés. Donc vous avez la possibilité de saisir ces informations-là. Voilà. Et je prendrai peut-être juste un dernier exemple dans l'onglet environnemental. Là aussi, vous allez retrouver finalement les différentes informations attendues. Par exemple, sur le module de la consommation d'énergie, vous allez retrouver la consommation totale qui est demandée ici, et ensuite en fait une répartition entre renouvelables, non renouvelables et combustible et électricité. Donc vous voyez que voilà, vous avez finalement des parties qui sont à compléter, d'autres qui se calculent elles-mêmes. Le code couleur est explicité dans l'onglet. Et puis à chaque fois, vous avez finalement l'information qui vous est donnée sur est-ce que vous avez bien alimenté l'information ou est-ce qu'elle est toujours attendue. C'est assez implicite et le fait de pouvoir se repérer finalement avec les renvois vers la norme, le paragraphe de la norme et de la guidance, c'est quand même aussi quelque chose de très, très appréciable. Donc on ne va pas les regarder ensemble ce matin, mais vous allez retrouver également, bien entendu, selon le même principe, des onglets qui permettent d'alimenter les informations sur la brique sociale et sur la brique de gouvernance. Voilà, l'idée c'était d'être assez concret. Donc il y a le lien, enfin dans le support qui vous sera remis, vous retrouverez le lien qui vous permettra d'accéder à ces fichiers. Et on vous propose dans le cadre de la présentation de la norme, finalement maintenant d'aller sur la mise en place. Comment, finalement, quelles sont les principales étapes qui peuvent être déployées pour mettre en place VSME dans l'entreprise et puis qu'est-ce qu'on observe finalement comme bonne pratique. Alors, il y a principalement
peut-être avant de parler de reporting, c'est-à-dire de publication d'informations, c'est peut-être du bon sens, mais c'est intéressant de se dire que l'entreprise, elle a intérêt à structurer finalement sa démarche de durabilité en faisant un exercice un peu de diagnostic, c'est-à-dire en évaluant finalement, en cartographiant ses parties prenantes, en évaluant finalement avec quelle partie prenante elle est déjà dans une situation de dialogue, hein, client, fournisseur, banque, investisseur, l'État. C'est important d'avoir en tête quelque part cet état des lieux de base, notamment pour identifier les parties prenantes avec lesquelles l'entreprise aura intérêt de renforcer son dialogue pour notamment prendre le pouls des attentes de ces parties prenantes. Quand on parle d'analyse de maturité, finalement, de la démarche RSE, ce qui peut être intéressant, c'est de se comparer à ses pairs, et puis finalement, finalement de venir évaluer l'écart entre ce qui est déjà mis en place et ce qu'attendent les parties prenantes dans le secteur. Et en fait, on voit bien que là, on rentre dans des logiques de secteur parce que finalement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, toute cette phase-là, elle permet finalement de structurer la démarche, la feuille de route, et donc quelque part ensuite de structurer les informations qui pourraient être publiées dans le rapport VSME. Et notamment en alimentant les briques que l'on a pu voir tout à l'heure. On peut rester sur la même diapositive, sur la partie finalement politique, action et indicateurs. Ensuite, globalement, sur la phase de cadrage, on est vraiment sur un projet, et comme les autres projets, c'est de se dire, mais finalement, l'entreprise, quelles sont les ressources humaines et financières qu'elle peut y consacrer, quelle gouvernance elle va mettre en place, et notamment pour s'assurer de la disponibilité des interlocuteurs clés, peut-être au regard, par exemple, d'autres projets qui pourraient être déployés en même temps. Donc, c'est important de ne pas négliger cette phase de cadrage pour anticiper finalement on va dire, le pilotage de ce projet. Ensuite, on va rentrer dans une phase assez classique de collecte et de traitement des informations. Donc, bien entendu, on va avoir des informations quantitatives. Et là, il s'agira de fiabiliser ces données et de faire une analyse des écarts entre ce qui est attendu dans la norme et ce qui est déjà disponible. Mais on aura aussi des informations qualitatives qui seront à publier, qu'on va retrouver dans la diapositive suivante à travers une étape 3 de rédaction du rapport. Et donc là, effectivement, il s'agit de ne pas négliger la partie qualitative, puisqu'en fait, c'est celle-là qui permettra finalement au lecteur, donc aux parties prenantes concernées, de bien comprendre finalement où se situe l'entreprise dans sa trajectoire de durabilité. Et donc concrètement, ça peut comment dire, consister à mettre en place des étapes de relecture de ces parties qualitatives et de s'assurer de la cohérence globale de ce qui est finalement publié comme information dans le rapport. Ensuite, on a la phase de communication en tant que telle. Alors, il n'y a pas une obligation formelle à communiquer le rapport VSME, mais au regard de tout ce qu'on s'est dit, il y a bien entendu un enjeu clair finalement à le publier. Ce serait dommage que l'entreprise le garde pour elle-même. Et en tout cas, si elle décide de le publier, elle peut finalement, comment dire, l'adjoindre à son rapport de gestion ou le publier dans un autre rapport s'il n'a pas de rapport de gestion. En tout cas, cette phase de publication, elle est importante. Ce qu'on peut aussi recommander, c'est d'accompagner cette communication avec une communication ciblée, notamment aux parties prenantes clés, qui pourraient être vraiment, comment dire, attentives par rapport à ce rapport. Et puis d'organiser un retour d'expérience, parce qu'on l'a dit, c'est une logique finalement progressive d'amélioration continue et de finalement à la fois en interne et en essayant aussi de recueillir la perception des principales parties prenantes, d'aller chercher du feedback, si je puis dire, pour que l'entreprise puisse s'améliorer dans le cadre de ses futurs rapports VSM. Donc voilà pour les principales étapes. Et finalement, un petit peu en guise de synthèse de ce qu'on peut dire en termes de bonnes pratiques, c'est vraiment de profiter finalement de ce projet pour en faire un projet d'entreprise, pour embarquer ses parties prenantes, hein, à la fois les parties prenantes internes comme les collaborateurs, et notamment en envisageant des rôles de relais d'ambassadeurs, par exemple par thématique, pour aussi aller chercher des bonnes initiatives, des bonnes pratiques au niveau du terrain, de ne pas négliger cette partie qualitative du rapport VSME, parce qu'encore une fois, c'est un rapport qui va permettre finalement de donner de l'information sur où se situe l'entreprise, quels sont ses principaux enjeux, d'évaluer vraiment sa maturité dans cette démarche. Et encore une fois, on est dans une logique de progressivité. Sans doute que finalement, elle ne disposera pas, la PME, de toutes les informations attendues, même si à travers cette norme volontaire, on est sur quelque chose de pragmatique. Mais c'est intéressant en tout cas d'être au clair sur finalement et d'être transparent, l'entreprise, sur où elle en est, de quelles informations elle dispose et où elle en est dans ce cheminement finalement en termes de publication et peut-être d'envisager les choses sur plusieurs années en se disant la première année,
il faut que je sois au rendez-vous du bilan de gaz à effet de serre. Peut-être que sur ma politique eau ou biodiversité, dans un premier temps, sur une première année, je serai sur un exercice de cartographie et je progresserai par la suite. C'est encore une fois la transparence qui est la plus importante. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous en termes d'étapes et de bonnes pratiques. Merci beaucoup Marc et Delphine. L'objectif, et j'espère que ça a été, voilà, clair pour vous, hein, c'est on a essayé d'être très pratico-pratique pour vous montrer concrètement comment, voilà, cette norme peut être appliquée et comme, voilà, on vous l'indiquait, hein, on est persuadé que c'est un levier, du coup, incontournable aujourd'hui, pour les entreprises, pour se structurer, voilà, pour faire évoluer, du coup, leur stratégie et leur résilience à long terme. Comme vous l'avez vu, hein, c'est une norme qui est, voilà, adaptée pour la PME et que ça permet, voilà, d'engager, une démarche d'amélioration, du coup, continue et de répondre, du coup, voilà, au contexte de marché, hein. Aujourd'hui, c'est plus le cadre légal, hein, qui est imposé, mais c'est les appels d'offres, c'est l'accès à des financements, voilà, ce sont, toutes les parties prenantes qui attendent des informations fiables, comparables, sincères. C'est pour ça que voilà, cette norme, du coup, permet, en tout cas, de structurer, du coup, ces informations. Peut-être un petit point d'ouverture avant de laisser, du coup, la parole à Guillaume pour, la Banque de France et l'indicateur climat. Donc cette norme, aujourd'hui, a été, recommandée par la Commission européenne en juillet 2025. Et un point est à suivre après la publication des normes de 0SRS du coup simplifiées, peut-être pour avoir une VSME complémentaire adaptée pour les entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, la PME, hein, je vous rappelle que c'est un seuil du coup de 250 salariés. Mais finalement, voilà, si les seuils de la CSRD vont s'élever à 1000 ou peut-être plus, du coup de salariés, bah, l'objectif est d'avoir un module complémentaire un peu plus avancé, pour permettre, de faire une transition, vers, demain, du coup une CSRD plus complète. Donc ça, c'est un point à suivre. Ben, on en saura plus, en fin d'année, du coup 2025, voire début, du coup 2026. En tout cas, merci beaucoup et je laisse la parole, à Guillaume pour, voilà, l'indicateur, climat de la Banque de France. Voilà, qui est très complémentaire du coup à ce qu'on vient du coup de présenter. Donc, je te laisse la parole, Guillaume. Bonjour tout le monde. Bah, merci beaucoup. Je crois que vous voyez mes slides normalement. Oui. Et je vais essayer de mettre ça de manière un peu plus sympathique. Merci pour cette présentation de la norme VSME. C'est très cohérent avec ce que la Banque de France cherche à faire concernant l'indicateur climat. Je vais vous présenter ça le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Je pourrais prendre des questions à la fin. Donc l'enjeu sous-jacent, c'est vraiment de quelles données on a besoin pour répondre, pour faire le lien entre les entreprises et les enjeux associés au changement climatique, que ce soit une transition vers une économie bas carbone ou une exposition aux aléas climatiques. Donc quelles données, comment on les traite, pour en faire quoi? La Banque de France, pourquoi on s'occupe d'un indicateur climat? Le risque financier, le risque climatique est un risque financier, donc c'est une approche risque. Il y a aussi des opportunités associées à la transition. On est partenaire des entreprises comme les experts comptables, comme les commissaires aux comptes de longue date avec la cotation financière. Il y avait donc un enjeu d'apporter un outil gratuit et robuste aux entreprises et c'est ce qu'on cherche à faire avec l'indicateur climat. Je dis que le risque climatique est un risque financier, donc on s'en occupe dans l'ensemble des missions de la banque centrale. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est la partie vraiment supervision. Donc, là, c'était un discours de Frank Elderson qui a été donné la fin 2025, donc au niveau du mécanisme de supervision unique. En 2022, il y avait à peu près, seulement 3 des banques qui disposaient de pratiques exemplaires en matière climatique. En 2024, 2 ans après, elles étaient presque 60. Pour rappel, en janvier 2026, le superviseur, donc la CPR, mes collègues dans les bureaux d'à côté, vont commencer à analyser et à challenger les plans de transition des banques. Plan de transition des banques, c'est aussi simple que les crédits qu'elles octroient. À côté de ça, il y a une décision du Conseil des gouverneurs de juillet 2025 qui officialise le verdissement du collatéral de politique monétaire. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dans des secteurs qui ne sont pas considérés en transition seront pénalisées. Les banques qui apporteront ce collatéral ne recevront pas autant d'argent qu'elles auraient pu en avoir avant. Donc, il y a vraiment, au-delà de la trajectoire pour les entreprises, il y a tout un ensemble de parties prenantes côté supervision financière, côté système financier, qui est en train d'accélérer sur ces sujets de transition climatique.
L'enjeu, c'est que, de fournir aux entreprises une capacité propre de diagnostic sur ces aspects liés au changement climatique, une capacité propre, mais qu'elles puissent ensuite restituer à leurs parties prenantes. La notion de client a été évoquée pour avoir des fournisseurs robustes. Ça marche aussi avec toute la démarche d'audit et d'accompagnement en termes de présentation d'une information propre sur ces sujets de durabilité pour les investisseurs. Et donc, ça marche aussi pour les financeurs, comme je viens de le dire. L'approche indicateur climat, je te raisonne l'indicateur climat, mais en fait, il y a vraiment la dimension transition vers une économie bas carbone et la dimension adaptation aux aléas climatiques. Et c'est les 2 points que je vais présenter. Dans les 2 cas, et c'est pour ça que merci beaucoup pour la présentation VSME, on partage complètement l'avis qu'il faut une approche quantitative et une approche qualitative. Les 2 choses ne sont pas séparées, elles doivent se répondre. Pour l'approche, de l'indicateur climat côté transition vers une économie bas carbone, ce qu'on fait, c'est en 2025, on restitue une note aux entreprises sur une échelle à 12 crans que vous voyez, à gauche, qui va intégrer plusieurs choses. Alors, il y a eu une première campagne de l'indicateur climat qui s'est finie en 2024. On est dans la deuxième campagne officielle de l'indicateur climat en 2025 et on continue à déployer secteur par secteur. Venons d'ailleurs d'abord sur la partie un peu droite de la slide. L'indicateur climat côté transition vers une économie bas carbone, c'est une approche sectorielle. Ensuite, on mesure les gaz à effet de serre sur ce qu'on appelle le scope d'intérêt. On va compléter ce scope d'intérêt avec, par exemple, sur la construction de bâtiments, le scope d'intérêt, là où il y a le plus gros enjeu en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est sur les matériaux utilisés. Donc, c'est plutôt le scope 3 amont. Ça va pas être le cas dans l'usage pour les bâtiments, où là, on va regarder plutôt le scope 1 dans le segment des foncières. On va compléter cette approche scope d'intérêt grâce à la stratégie et donc à l'analyse de maturité qui va pouvoir aller regarder les scopes plus largement. Nous, on a une approche en unité physique parce que quand on est au niveau micro, quand on est au niveau de l'entreprise, les intensités monétaires, ça marche moins bien. En tant que banquier central, je sais que ça peut être soumis à l'inflation, par exemple. Et donc, il faut mieux raisonner en intensité des émissions de carbone sur des tonnes par kilomètre, des personnes par kilomètre, des mètres carrés, des mégawatts. L'enjeu de l'indicateur climat, c'est une approche prospective. On regarde à un horizon temporel qui est pilotable par l'entreprise. J'insiste beaucoup, l'indicateur climat, il a été pensé pour être un outil d'accompagnement des entreprises avant toute chose. Et donc, sur le secteur du transport, ça va être un horizon 3 ans. Sur le secteur de la production d'électricité, ça va être un horizon 5 ans. L'une des approches de la Banque de France, comme on a notre réseau, on a des analystes qui sont formés, on challenge ce que les entreprises vont nous fournir comme information et donc on va pas prendre telle quelle, la réduction, toutes les actions qu'on qualifie d'actions tangibles, toutes les actions qu'elles peuvent prendre pour réduire leurs émissions carbone dans un horizon futur. Et notre approche, elle est interopérable, elle s'appuie sur des scénarios de l'AIE, SBTi, SNBC et puis elle est interopérable avec les autres indicateurs qui ont été évoqués. Là, on a parlé aussi de la norme VSME, je vais vous faire une petite présentation de comment ça interagit. Concrètement, on a une masse de données, on calcule un budget carbone de l'entreprise et on calcule, une réalité des émissions carbone et on compare ces 2 stocks et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écart à la référence. On va ajouter aussi une mesure de vitesse. À quel point l'entreprise est bien est en capacité de respecter ou pas, l'enjeu, c'est le net zéro ou le 1,5 degré à 2100. Donc à quel point, en termes de trajectoire, elle est dans le bon sens ou pas. On va ajouter quelques précisions sectorielles selon certains secteurs pour être sûr que, il y a une information qui est la plus précise possible. Dans l'industrie, comme le mix énergétique français est très décarboné, il faut quand même intégrer cette information dans l'analyse climat des entreprises et donc potentiellement retraiter le scope 2. Et le jugement d'expert, c'est le point que j'évoquais sur la maturité. On met tout ça ensemble et on restitue une note à l'entreprise sur la partie vraiment quantitative et qualitative de la transition. On a une approche identique sur la partie adaptation. Alors là, c'est en plusieurs étapes. Autant la partie transition, c'est un vrai indicateur, autant sur l'adaptation, on avance un peu plus lentement sur la partie indicateur. Il y a quelque chose qu'on a finalisé qui va être déployé pour toutes les entreprises du territoire fin 2025. Vous connaissez peut-être l'espace dirigeant, c'est l'interface de la Banque de France avec les entreprises. Donc toutes les entreprises du territoire, donc les 5 millions selon l'INSEE, auront accès à une plateforme, c'est une carte de la France métropolitaine avec des mailles de 8 km par 8 km. Ça, c'est grâce à un partenariat qu'on a avec Météo France.
Pour chaque maille, il y aura 3 niveaux de réchauffement qui sont ceux de la traque, donc plus 2 degrés, plus de 7, plus 4 degrés, ce qui fait environ d'horizon 2030, 2050, 2100. Chaque maille, chaque niveau de réchauffement, il y aura 6 aléas qui sont ceux présentés en dessous. Et donc pour chaque maille, chaque niveau de réchauffement, chaque aléa, il y aura un niveau de criticité pour le chef d'entreprise, sur une échelle de 1 à 5. Tout ce que je vous présente est gratuit, que ce soit la partie adaptation ou la partie transition. Je vous ai parlé des données. Pour tracer tout ça, on a un système de collecte directement auprès des entreprises. Alors, VSME pour nous va être très précieux, comme CSRD, parce qu'on va pouvoir un peu pré-remplir ce système de collecte et faciliter la vie des entreprises. Côté aléas climatiques, donc cette plateforme, on n'a pas besoin de collecter des données parce qu'on a ce partenariat avec Météo France. Voilà. Côté maturité, c'est ce que vous voyez en bas, un peu caché. Alors attendez, pardon. On va collecter des données qualitatives côté transition, côté adaptation. Et côté transition, le jugement d'expert, en fait, et à la fois le jugement d'expert, mais aussi un peu les émissions carbone et le budget carbone. Pour faire ça, on a besoin de 4 types de données. Les volumes d'activité actuels, les émissions de gaz à effet de serre associées, les volumes d'activité futures, les émissions de gaz à effet de serre futures, net des leviers de décarbonation. Comme je l'ai dit, on vient les challenger, notamment grâce à quelques données financières. Et donc c'est là où on a un besoin fort d'échange avec notamment les commissaires aux comptes, les auditeurs, les experts comptables pour nous aider dans ce calibrage et dans la véracité de la donnée sous-jacente. Un petit point rapide sur VSME et sur CSRD. En l'état de notre indicateur et en l'état des rapports CSRD et VSME qu'on a consultés, donc en gros, il y a à peu près 20 à 80 des rapports CSRD qu'on peut utiliser dans le cadre de l'indicateur climat. Pourquoi on ne peut pas monter au-delà de 80? On a besoin, nous, comme on a une approche sectorielle, on a besoin d'intensité carbone par secteur. Donc, comme je disais, des émissions carbone par tonne par kilomètre. Quand on va regarder le rapport CSRD SNCF, on va avoir plusieurs activités SNCF qui vont être mises ensemble. Donc, on va avoir une intensité moyenne. Ça n'est pas suffisant de prendre le rapport CSRD. Donc, on va toujours aller voir l'entreprise, même les plus grandes, pour collecter quelques données supplémentaires. On est en train de travailler à augmenter ce niveau avec l'ADEME, qui est aussi un partenaire très, très fort. Côté VSME, les premiers rapports VSME montrent qu'on est à une compatibilité entre 20 à 70%. L'enjeu, il est le même, c'est vraiment quelles sont les trajectoires que les entreprises, elles ont des cibles, mais est-ce qu'elles sont bien des cibles à 1,5 degré 2100 / net zéro? Est-ce qu'on a bien cette approche en intensité sectorielle? L'essentiel derrière tout ça, VSME, c'est un grand progrès, CSRD, c'est un grand progrès, alors même si la réduction omnibus est un peu compliquée. L'enjeu, c'est d'avoir un langage commun. Comme ça a été dit, le changement climatique, c'est une réalité dès maintenant pour les entreprises. Il y a des coûts, il y a une démarche risque, il y a aussi des opportunités potentielles. Il est temps de stabiliser ce langage commun et pouvoir avancer ensemble et faire les investissements nécessaires. L'approche indicateur climat, elle est totalement interne à la Banque de France. C'est au niveau de consolidation souhaité par entreprise selon la surface de reporting des émissions de gaz à effet de serre. On a un questionnaire uniforme sur tout le territoire. On aide au remplissage. Il y a une centaine d'analystes Banque de France qui sont formés pour accompagner les entreprises. Et à ça s'ajoute à peu près une centaine de personnes en back-office pour construire la méthodologie, faire les aspects informatiques, etc. Et il y a une autorisation de diffusion par l'entreprise auprès de la chaîne de valeur, auprès des financeurs. La seule contrepartie, c'est que nous, on garde une sorte de golden record on va créer l'équivalent de FIBEN, mais pour le climat. Quelques retours d'expérience. J'ai parlé de la campagne 2024 qui était la première campagne officielle de l'indicateur climat. On a commencé le projet en 2021, mais il a fallu quelques années pour stabiliser la méthodologie. Donc en 2024, on couvrait 3 secteurs: foncière, transport, production d'électricité. On a envoyé à peu près 2000 questionnaires. On en a eu à peu près 500 en retour. Avec l'effet groupe et le niveau de consolidation, ça nous a fait 1500 indicateurs climat octroyés en 2024 et à peu près un taux de retour de 30%. Le résultat, c'est que la transition climatique est en route. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Nous, on s'attendait à avoir des distributions plus vers la droite. Vous voyez l'échelle à 12 crans que j'évoquais tout à l'heure, mais non, pas du tout. Dans la partie transport, beaucoup d'entreprises qui ont une démarche très décarbonée déjà, qui nécessitent encore un accompagnement, mais qui ont une démarche très décarbonée. Production d'électricité, c'est très cohérent avec le mix décarboné français. Foncière, il y a un peu de retard dans les structures des bâtiments, la manière dont l'usage de ces bâtiments se fait.
Ensuite, à terme, donc 2024, il y avait 3 secteurs côté transition. On en a ajouté 2 en 2025, construction de bâtiments et ciment, et voici les secteurs sur lesquels on travaille en 2027. L'enjeu, c'est d'aller chercher chacun des macro-secteurs que le Haut Conseil pour le climat a identifié comme un enjeu fort de transition, donc les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture notamment. Côté transition, l'objectif, c'est d'avoir ciblé 20 000 à 30 000 entreprises qui représenteraient environ 60 des émissions de gaz à effet de serre. Côté adaptation, comme je dis, c'est d'aller chercher toutes les entreprises pour voir, enfin, quoi, au moins avoir une mesure d'exposition brute aux aléas climatiques. Et j'en ai fini avec la présentation. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation et très complémentaire du coup à VSME. On voit qu'il y a une vraie interopérabilité du coup voilà entre tous les dispositifs aujourd'hui du coup existants. Et je laisse la parole du coup à Juliette pour nous présenter du coup le portail RSE, qui est un outil aujourd'hui voilà, proposé par le gouvernement, hein, la Direction générale des entreprises, et ainsi aider du coup les entreprises de toute taille, finalement, pas, voilà, pour les PME, mais aussi du coup les ETI, à construire du coup leur démarche RSE. Je te laisse la main, Juliette. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Juliette. Je suis chargée de déploiement au portail RSE. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait au portail et vous parler plus spécifiquement de ce qu'on fait pour les VSMI. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Euh, donc le portail RSE, on existe depuis 3 ans aujourd'hui. Et en fait, c'est un service public numérique gratuit qui est accessible donc à toutes les entreprises et qui a 2 objectifs. C'est un, permettre aux entreprises de se renseigner sur toutes les normes RSE qu'il y a aujourd'hui. Et 2, dans un futur très proche, de pouvoir répondre à certains des indicateurs, notamment les VSMI. Donc, on a été pensé dans la Direction générale des entreprises. Et en fait, on fait partie de Betagouv, qui est donc l'incubateur des startups d'État. Et notre philosophie, c'est qu'on est vraiment construit en co-construction avec les utilisateurs. Donc, en fait, on travaille avec les entreprises pour construire le produit qui leur apporte le plus de valeur possible. Donc, on développe, on soumet aux entreprises, on prend leur retour et ensuite, on améliore le produit en fonction de ça. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui ce qui existe sur le portail concernant les VSMI. Alors, hop. Donc, je ne sais pas si vous avez un compte déjà créé sur le portail RSE, mais globalement, quand vous vous connectez sur le portail RSE et que vous avez créé un compte, vous arrivez sur votre page de tableau de bord, sur lequel vous allez retrouver toutes vos entreprises, les réglementations auxquelles vous êtes soumis et même celles auxquelles vous n'êtes pas soumis, parce qu'on considère que c'est quand même très intéressant si, par exemple, vous voulez prendre de l'avance parce que vous savez que vous allez dépasser certains seuils. Et on est en train de développer une partie indicateur. Je vais juste revenir sur ce qu'on a mis à disposition concernant les VSMI. Donc, je ne vais pas revenir sur pourquoi est-ce que c'est important de remplir les VSMI, vous l'avez très bien détaillé, mais globalement, vous allez retrouver sur le site donc, tout le contenu qu'on a écrit, notamment donc, une fiche pratique qui récapitule vraiment ce qu'est la norme, comment est-ce qu'on y répond, etc., avec les 2 modules qui sont détaillés. Et vous allez retrouver donc l'Excel de l'EFRAG dont vous avez parlé juste avant, et après tout ce que vous retrouvez dans les différentes exigences de publication. Et juste en dessous, la fiche pratique. Et en fait, on est en train de développer sur le portail la possibilité pour toutes les entreprises de remplir leurs indicateurs directement sur le portail RSE et ensuite de générer un rapport. Aujourd'hui en PowerPoint, parce que c'est comme ça, c'est modifiable. Mais demain, en fait, c'est complètement possible que ce soit en Excel ou de donner un accès, par exemple, à un fournisseur, de pouvoir aller consulter les données. Ça, c'est encore en réflexion parce qu'on travaille vraiment avec les entreprises. Donc, on va leur soumettre et en fait, ce sera en fonction de leur retour qu'on fera les développements. Aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est que pour chaque exigence de publication, en fait, on va détailler tous les indicateurs qui sont nécessaires et comment est-ce qu'on va les calculer, s'il y a une méthode de calcul, tous les liens qui sont utiles pour remplir, par exemple,
ces indicateurs, etc. Et progressivement, on va déployer sur le portail les indicateurs. Donc là, la première exigence de publication qui arrive, c'est B1. Et en fait, on va publier progressivement tous les indicateurs. Voilà. Et je suis évidemment à disposition si vous avez la moindre question concernant... je peux vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez, à quoi ça va ressembler, si ça vous intéresse. Oui, je pense qu'on peut. On a un peu de temps, donc on peut. Ouais, je ne voudrais pas prendre du temps sur le reste de la présentation. Donc globalement, en fait, aujourd'hui, vous avez ce que vous avez vu et l'idée, c'est que vous puissiez remplir tous les indicateurs sur le portail et ça ressemblerait à ça, en fait. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'idée de le remplir sur le portail, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une historicisation des informations que vous avez remplies et donc de pouvoir voir un peu au fil des années comment est-ce que vous vous êtes amélioré sur les indicateurs que vous avez remplis. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est d'ensuite d'avoir ensuite un livrable qui soit donc un rapport qui sera exportable du portail avec les informations que vous avez mises. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Un grand merci. Écoutez, vraiment, je sais pas, Sarah, je peux vous poser des questions? Vous aviez peut-être... Oui, oui, bah c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est très bon. bien. Merci, Sonia. Un grand merci en tout cas de cette présentation. Je trouve que c'est quand même très revigorant dans cette période de pushback de voir que on offre un cadre quand même simplifié pour les PME et qui pourrait effectivement remplir beaucoup de besoins de ces PME. Euh, donc oui, ça a l'air d'être bien simplifié. Du coup, je peux poser la question, est-ce que ce n'est pas trop simplifié pour répondre aux besoins des fournisseurs, des banques? L'idée, c'est quand même que ça puisse répondre effectivement aux besoins des donneurs d'ordre, notamment, et des banquiers. Votre expérience là-dessus, c'est que ça peut effectivement remplir tous les besoins? Alors, je laisserai après la parole à Delphine et à Marc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt de VSME, c'était la volonté du coup de l'Europe quand ils ont construit ce dispositif, c'était d'éviter pour les PME du coup à remplir différents niveaux de questionnaires, différentes questions. Donc c'était vraiment harmoniser du coup les pratiques pour que l'entreprise n'ait un seul rapport du coup à fournir. Alors on est encore au début de l'histoire, mais à mon sens aujourd'hui, dans ce qu'on voit chez nos clients, voilà, ça y répond du coup plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie, enfin, VSME répond du coup à des indicateurs de la CSRD. Alors même si demain, cette CSRD sera du coup simplifiée, on reste sur les grands enjeux, hein. On a bien vu, voilà, sur les climats, sur les thématiques sociales, voilà, on reste sur des thématiques qui sont d'aujourd'hui du coup essentielles. Donc, elle est pas, voilà, elle est simple et pilotable, mais surtout dans une démarche d'amélioration continue. Pour les entreprises qui n'ont jamais, du coup, publié, qui savent pas trop comment faire, ben, finalement, ça aide, voilà, à structurer. Et puis, pas à pas, voilà, on monte dans les modules avec d'abord le module basique, puis ensuite le module complet, peut-être demain avec un module complémentaire. Du coup, qui permettra du coup d'arriver du coup à un rapport de durabilité plus complet correspondant plus à la CSRD future. Donc on est vraiment sur une démarche du coup de pas à pas et qui répond aujourd'hui voilà à notre avis du coup aux grands donneurs d'ordre et aux besoins du côté parties prenantes aussi financières. Eh bien, peut-être discipliner finalement, si je puis m'exprimer ainsi, les attentes des parties prenantes qui essaieront de se mettre dans le moule, ce qui est possible pour les entreprises de donner à travers cette norme. Et peut-être juste pour compléter, ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est qu'il est possible pour l'entreprise de justement de compléter l'information avec des informations qui sont pas directement demandées par la norme, parce que ces informations, en fait, elles sont pertinentes par rapport au secteur ou par rapport à l'entreprise en tant que telle. Donc effectivement, il y a aussi cette possibilité de moduler et d'aller au-delà du module complet. Oui, alors c'est vrai que je m'étonnais sur le modèle de base qu'il n'y ait pas, par exemple, ce qui apparaît dans le modèle plus complet, sur le modèle d'affaires. Ça paraît très important quand même, effectivement, d'expliciter son modèle d'affaires. Et j'étais un peu étonnée que ça ne figure pas dans le modèle de base.
Exactement. Ce modèle de base, il est vraiment prévu presque plus pour les TPE ou les toutes petites PME. Effectivement, toute la dimension qualitative et la partie modèle d'affaires ou même finalement les politiques, les actions, encore une fois, dans ce module de base, en fait, l'entreprise va juste indiquer si elle a ces éléments, elle va mettre des petites croix dans des cases, elle va pas du tout les décrire. Donc c'est vraiment très, très, très allégé. Ce module de base, il porte bien son nom, mais vraiment voilà, très basique. Donc effectivement, il y a un enjeu sans doute assez vite à s'intéresser au module complémentaire aux briques complémentaires du module complet. De votre expérience, là, beaucoup de PME et ETI, mais même des PME sont attirés par ce reporting. Vous avez beaucoup de demandes? Alors, vas-y, Delphine. Si. Oui, oui, c'est effectivement, hein, c'est un reporting qui intéresse, hein. Moi, j'avais initialement des clients qui étaient concernés par la CSRD, hein, qui finalement bah, ne sont plus concernés par un reporting obligatoire et qui se tournent spontanément vers cette norme de reporting obligatoire parce qu'ils étaient déjà dans une démarche un peu structurée RSE, et ils ont envie de poursuivre leurs efforts en la matière et ça fournit vraiment une ligne directrice. C'est assez pédagogique. Ça permet d'avancer effectivement, comme tu le disais, Sarah, pas à pas. C'est progressif dans le temps. Et puis, ils ont cette volonté par rapport à leurs différents donneurs d'ordre de pouvoir documenter leurs actions, valoriser ce qu'ils font vis-à-vis de leurs clients, de leurs fournisseurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. Ça allège aussi quelque part la charge, je dirais, la charge de travail administrative, mentale qu'ils pouvaient avoir précédemment avec la CSRD. Donc finalement, c'est presque une bouffée d'oxygène en fait pour un certain nombre d'entre eux. Et ça leur donne quand même un référentiel, voilà, un élément de comparaison avec d'autres entreprises. Donc, ils sont plutôt ravis de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Et pour ceux qui étaient moins avancés, parce qu'il y a aussi cela quand même, eh bien, quelque part, bah, c'est de toujours les encourager à aller vers quelque chose bah, de plus simple, leur laisser le temps de s'adapter, d'évoluer vers un normatif facile à appliquer. Donc là aussi, il y a toute la pédagogie de VSME qui intervient à cet endroit-là. Donc c'est vrai que pour nous, en termes de communication, c'est un outil, je dirais, qui est quand même assez vendeur et assez facile à implémenter auprès de nos clients. D'accord, ce n'est pas que de la communication, c'est facile à implémenter et ça répond aux besoins des parties prenantes. Peut-être une question sur la revue, je ne vais pas parler d'audit, c'est un gros mot, mais la revue par un tiers externe. Il y a une pratique aussi qui se diffuse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, avec bah, du coup, la montée des seuils du coup, de la CSRD, enfin, les entreprises souhaitent faire vérifier du coup ces informations. Bah, tout simplement dans une démarche du coup d'amélioration continue, hein, voilà, l'audit hein, permet du coup à l'entreprise de mieux fiabiliser du coup ses process et voilà ça a plein du coup de vertus et c'est vrai qu'on a des demandes aujourd'hui de structures bah, qui voilà, du fait que la déclaration de performance extra-financière du coup n'existe plus du coup en 2025 et en attendant du coup que la CSRD arrive, bah, finalement dans un peu ce gap, elle continue du coup la démarche. Donc voilà, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau de maturité avant de passer la démarche d'audit. Donc voilà, mais en tout cas, on a des demandes aujourd'hui de rassurer finalement dans le process pour toutes les parties prenantes, hein, tant pour les parties du coup financières que pour les grands donneurs d'ordre. Oui, d'accord. Parmi vos clients ETI, en tout cas, elles se dirigent plus naturellement vers VSME que vers les ESRS complètes. C'est du pas à pas, exactement, c'est ça. En fait, comme il n'y a plus trop de cadres, en fait, finalement, hein, DPEF est fini, CSRD, bon, on ne sait pas trop encore comment ça va devenir. Bah, du coup, VSME permet en fait de redonner confiance. En fait, voilà, il y a eu aussi, je pense, une peur un petit peu de cette CSRD sur sa mise en place. Hein, il y avait beaucoup d'informations à donner. Mais finalement, la VSME permet de redonner confiance et de se dire, bon, bah non, mais en fait, on peut y arriver et on peut y aller du coup pas à pas. Et que ça dépend vraiment des secteurs. Pour les ETI, on a quand même certaines qui considèrent que finalement, c'est pas suffisant et qu'elles ont plus de matière à valoriser. Elles attendent plutôt finalement les ESRS révisés
pour se projeter dans l'exercice. Ça va dépendre effectivement de la taille, de la complexité, de la maturité, puis aussi des pratiques des pairs, en se disant, bah, par exemple, si finalement mes concurrents publient déjà des informations assez complètes, publier une DPEF, bon, peut-être que VSME ne sera pas suffisant. Ça va dépendre un peu de ces différents critères. On est vraiment à un moment où elles s'y intéressent, mais elles essayent d'évaluer effectivement comment dire, la meilleure norme pour, euh, pour publier la formation voilà, la plus claire et la plus adaptée aux attentes de ces fameuses parties prenantes. Donc, effectivement, la première étape, c'est bien d'être au clair sur qui sont mes parties prenantes et quelles sont leurs attentes pour, euh, pour aider finalement à choisir le meilleur cadre de reporting. Et juste sur la partie vérification, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, souvent, enfin, un certain nombre d'entreprises vont aller chercher, on va dire, cette assurance. L'auditeur peut effectivement la produire, cette assurance, dans le cadre finalement d'une prestation, hein. On n'est pas sur l'audit légal. Et après, c'est vraiment du sur-mesure. Ça peut considérer, cette assurance qui peut être donnée en fait par finalement l'auditeur, ça peut être sur l'ensemble du rapport qui sera produit ou ça peut être sur une sélection d'indicateurs. Voilà, il y a des outils qui vont être très rapidement publiés pour justement préciser ce cadre d'intervention dont on discute avec effectivement certains clients. Et Guillaume, si vous me permettez cette question un peu impertinente, je me posais la question de la légitimité de la Banque de France à intervenir sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres banquiers centraux en Europe qui ont établi aussi un indicateur de ce type? Alors, la légitimité, elle est celle de l'eurosystème, hein. C'est dans le mandat des banques centrales d'assurer la stabilité financière. C'est pour ça que la Banque de France, mais comme les banques centrales de l'eurosystème et plein d'autres banques centrales dans le monde, participent à des travaux similaires. Concrètement, un indicateur climat n'existe qu'en France. En revanche, il est lié aussi un peu à une évolution organisationnelle de la Banque de France. Ça fait 40 ans qu'on code des entreprises. On a un réseau, sur l'ensemble du territoire qui nous permet d'être au contact des entreprises. Donc cette force de frappe et cette capacité de connaître le tissu productif français, ou le tissu productif, pardon, national, elle n'est pas très répandue, dans l'eurosystème. Donc il y a qu'un seul indicateur climat et c'est celui qui est fait en France. Il y a des approches entreprises changement climatique qui sont faites dans d'autres banques centrales. C'est typiquement des approches associées nous qu'on appelle au statut ICAS. C'est les autres banques centrales qui ont des systèmes de rating de crédit auprès des entreprises et donc la BCE leur a demandé d'intégrer le changement climatique dans ce système de rating. Et dernier point, donc j'ai pas mentionné ou en tout cas sûrement pas suffisamment le fait que nous, on a pu développer un indicateur climat, unique que grâce à l'ADEME. Vraiment, c'est la méthodologie ACT qu'on a pris, discuté avec l'ADEME, simplifié, ajusté, que ce soit à la fois pour la manière d'aborder le sujet, mais aussi les benchmarks qu'on prend pour comparer un peu les budgets carbone. La demande qu'on a dans ce cadre de ce partenariat et qu'on est en train de pousser, c'est européaniser, je ne sais pas si le terme existe vraiment, mais je crois que vous comprenez l'idée, justement cette approche ACT, parce elle est très pertinente et elle est très puissante. D'accord, merci. Peut-être quand même vis-à-vis des entreprises, quelle charge pour elles de répondre à tous ces questionnaires. Donc, je comprends qu'il y a quand même quelques données macro que vous pouvez collecter relativement facilement. Et ensuite, pour les données sur l'entreprise, les rapports, alors les rapports VSME, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais les rapports de durabilité qui existent ne sont pas suffisants pour vous. Il faut recourir à des questionnaires complémentaires. Alors, de toute façon, notre démarche, elle est développée en direct avec les entreprises, comme on le faisait avant d'ailleurs pour la cotation financière. Tout l'enjeu pour nous, c'est un peu de faciliter la vie d'entreprise en pré-remplissant ces questionnaires. Pour l'instant, avec les peu de rapports CSRD qu'on a et les peu de rapports VSME qu'on a, ce pré-remplissage, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant à la fois en nombre et en qualité pour faire un indicateur climat. Pour autant, nous, on trouve que l'approche, pour faire un indicateur climat robuste, c'est-à-dire, vraiment on peut garantir l'alignement 1,5 degré, 2100, bah, on collecte pas tant de données que ça. Et c'est un peu ce que j'essayais de dire dans la slide qui présentait les données qu'on prend. Nous, on a estimé qu'il nous faut à peu près entre 40 et 70 points de données pour pouvoir tracer un indicateur climat, qui est pertinent. On a toujours un moyen de limiter les points de données, mais plus on limite les points de données, moins la qualité de l'indicateur, est propre. En gros, on va prendre des marges de prudence. Si l'entreprise nous donnait juste ses volumes d'émissions de gaz à effet de serre sport relativement à son volume d'activité, même juste son volume d'activité, on va faire des projections d'activité, on va prendre des marges de prudence parce que
Ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'on donne une information à un investisseur, qui soit une information erronée. Soit l'entreprise elle est verte alors qu'elle l'est pas, soit l'entreprise elle est brune alors qu'elle l'est pas. Et donc on va prendre des marges de prudence et l'indicateur il sera de moins bonne qualité. À la fin, il faut retenir ces 40 à 70 points de données, pour tracer un indicateur, là où initialement CSRD c'était plus de 1000 redescendu à environ 400 là dans la plus récente, proposition. Le point difficile et c'est là où je rejoins vraiment les propos sur la partie, VSME, c'est que nous l'indicateur climat il s'applique des plus petites aux plus grosses. Et donc on a des entreprises qui sont très volontaires, d'autres qui ne le sont pas du tout. L'indicateur climat, c'est sur une approche volontaire. Il y a que les entreprises CSRD pour lesquelles l'approche est obligatoire, mais tout le reste, c'est sur base volontaire et donc comme, le tissu productif français est très concentré, l'essentiel du nombre d'entreprises, c'est une approche volontaire pour l'indicateur climat. Donc il y a des entreprises qui sont volontaires, des entreprises qui sont matures, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc c'est là où en fait on arrive vraiment rapidement dans des enjeux de structuration de systèmes d'information, de capacité à remonter de la donnée. On s'est retrouvé nous à discuter avec des constructeurs de maisons individuelles, nous expliquer: «Bah, écoutez, moi le rendez-vous c'est à 6 heures du matin avant que je commence mes chantiers, je suis dans ma voiture. Vous me demandez les mètres carrés que je vais construire, là dans 2 ans, mais j'en ai aucune idée, quoi». Donc c'est un peu ça aussi la réalité des entreprises auxquelles on fait face, réalité auxquelles vous faites face, aussi. C'est pour ça qu'on est toujours très preneur de ces échanges, avec, l'ensemble de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes notamment. Vous parliez de votre capacité à challenger, notamment les leviers de décarbonation. Comment faites-vous? Vous avez donc oui, vous avez des experts, hein, vous l'avez dit, mais Al c'est, par discussion avec l'entreprise, par benchmarking alors, avec, le secteur? bah, c'est donc déjà, en gros, il y a 2 types, d'approches. Ce que j'ai avant qu'on passe en production, on fait tout un travail, en amont, qui est un travail à la fois académique, d'échange avec les associations professionnelles, pour construire un système de collecte qui soit pertinent pour l'entreprise, qui puisse être comparé au budget carbone 1,5 et qui puisse recenser les leviers de décarbonation de l'entreprise. Quoi, de l'entreprise, du secteur. Et donc ça, c'est le premier bloc et une fois qu'on est serein là-dessus, là, on part en production. L'exemple très concret, c'est que, bah, maintenant, pour le transport, une entreprise qui va nous dire: «Bah, oui, moi, je fais de l'éco-conduite et grâce à l'éco-conduite, bah, je réduis de 50 mes émissions de gaz à effet de serre». La réponse est clairement non. C'est la FNTV, la FNT1 nous disent: «Non, mais au maximum, c'est 10. Et donc nous, c'est ça aussi qu'on va challenger et donc ça, c'est la deuxième phase. Après, bah, en gros, on a construit un peu des bases de données, internes pour recenser les différents les leviers de décarbonation, la véracité de ces leviers. Ce qu'on va regarder aussi pour la véracité des leviers, c'est l'horizon temporel de mise en œuvre et la réalité du financement sous-jacent. Une entreprise qui nous dit: «Moi, c'est bon, je change ma flotte de je vends tous mes immeubles en DPEF et j'achète tous mes immeubles en DPEA l'année prochaine sans financement», on va pas prendre en compte, voilà. Et vous et donc on va caler aussi comme ça notre méthodologie pour pouvoir prendre en compte de manière plus ou moins pertinente. C'est pas du one off, hein, il y a une gradation naturelle. Et donc ça, c'est toute une discussion qu'on a en effet, avec l'entreprise pour voir la véracité sous-jacente du financement associé, à la, au levier de décarbonation sélectionné. À ce sujet, nous avons une question sur, alors c'est pas véritablement le financement, mais c'est, surprenant sur les produits financiers. Est-ce que vous voyez des produits financiers qui favorisent véritablement l'engagement, sur le thème du climat et encouragent les entreprises? A priori, il y aurait des doutes sur le sujet. Non, bah, c'est un peu la slide que je présentais, au début. Non, non, la démarche des banques, alors je vais prendre une prudence de banquier central, à la fois en elle-même et sûrement incitée par la réglementation, en cours qui va être mise en œuvre en janvier 2026. On voit les pratiques des banques, évoluer. Heu Plus blague à part, elle est en elle-même parce que les banques de longue date ont compris que c'était un risque financier. Ça n'est plus un sujet RSE, c'est un sujet de risque. Ce risque pour leurs investissements, leur collatéral et donc il y a vraiment un problème dans le cadre du système financier potentiel si le risque n'est pas géré et le risque est plutôt correctement géré. Ensuite, le système de supervision financière en Europe, c'est chaque investisseur prend son risque. Nous, on n'est pas prescriptif sur le risque à prendre ou pas. En revanche, en fonction du risque, il faut mettre le bon capital en face et c'est ça qu'on va regarder, c'est la bonne allocation du capital, face au risque ou la bonne perception, du risque sous-jacent qui a été pris. Et bah, là, selon les banques, on voit des pratiques, qui sont plus ou moins,
impliqués dans les sujets de changement climatique. Je discutais par exemple avec la directrice, alors c'est la directrice RSE du crédit coopératif, mais elle fait partie de l'ensemble des décisions de crédit au-dessus d'un certain seuil d'engagement. Parce que le crédit coopératif a cette démarche associée aussi à sa marque, voilà. On discute là avec l'ensemble des banques de la place, elles sont toutes engagées dans une démarche qui est soit de valorisation d'une démarche de transition carbone, soit d'exclusion ou de pénalisation quand c'est pas le cas. D'accord. Peut-être, Delphine, Marc, Sarah, avez-vous un mot à rajouter sur le sujet? Ou autre complément d'information que vous souhaitez partager? C'est vrai qu'on voit de plus en plus, hein, du coup, de prêts, verts, du coup, voilà, qui sont octroyés aujourd'hui par les banques. Par contre, c'est vrai que, toutes ne jouent pas encore forcément le jeu, notamment, du coup, sur certains territoires. Donc, mais je pense que ça va venir, en fait, finalement. Ce que j'entends, Guillaume, c'est que, voilà, ça avance, du coup, de plus en plus et aujourd'hui, bah, ça devient, du coup, une vraie analyse, du coup, de risque. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas encore, si je puis dire, une réelle, implication totale, si je puis dire, des banquiers en la matière, mais ça pousse de plus en plus. C'est sûr que si on revient du Mmh. coup du passé, on voit qu'il y a une vraie demande, du coup des banquiers pour sécuriser leur financement, en fait, hein. Bah, les banquiers eux-mêmes ont des engagements également en termes Mais oui. de Mmh. RSE, ouais. Bah, il est vrai qu'il y a donc l'engagement, client, un peu l'image de marque associée. J'insiste vraiment sur, 3 aspects qui sont un peu cachés parce que bon, hormis, quelques professions comme la vôtre, le métier de banque centrale est pas forcément très connu. CRD6, ça s'applique début janvier 2026. Nous, on discute avec nos collègues de la supervision pour savoir comment ils vont challenger les plans de transition des banques. Ça veut dire que les banques doivent produire des plans de transition. Les superviseurs est en état de les challenger. Ça, c'est là dans 3 mois. Comme je l'ai évoqué, juillet 2025, décision du Ségouv après déjà plusieurs années de verdissement du collatéral. Il y a eu dans le cadre des politiques monétaires non conventionnelles. Là, c'est dans le cadre des politiques conventionnelles. La partie, le collatéral, les corporate bonds doivent inclure une dimension de changement climatique. Et enfin, c'est aussi pour ça que nous, on était sensibles dans le cadre de l'indicateur climat à avoir cette approche transition, mais pas dissociée de l'adaptation. Les banques, les assureurs constatent la dégradation de leur portefeuille d'investissement avec du collatéral qui perd de la valeur, soit sur le littoral avec le recul du trait de côte, soit à cause des aléas climatiques, des catastrophes naturelles, etc., etc. Donc ces 3 éléments, imposent aux banques de bouger. C'est une démarche qui a été initiée, j'évoquais le NJFS, ça a commencé fin 2017. Il y avait 8 pays membres, maintenant il y a 80 pays membres, 80 pays, 170 membres. Il y a aussi des alliances, de banques et d'assurances et de fonds qui, travaillent à ces sujets-là. C'est c'est là. Très bien. Écoutez, un grand merci Juliette, merci infiniment. C'était, très intéressant de comprendre comment fonctionnait le portail RSE. Je suis sûre qu'il y aura plein de connexions dans la journée grâce à vous. Donc un grand merci vraiment à tous. On parle pas souvent des PME et franchement, c'était très, très bien d'avoir ce panorama très complet. J'espère que ces nouvelles normes auront le succès qu'elles méritent. Merci vraiment à tous, hein, et puis vous aurez je m'adresse aux participants, vous aurez bien évidemment, hein, les slides présentés par nos intervenants, dans la matinée. Voilà, un grand merci à vous. Je vous rappelle donc non seulement notre matinale, mardi prochain, le 7 octobre, sur Listing Act, hein, à laquelle vraiment je vous encourage à vous inscrire, et puis également notre colloque, le 9 octobre. Là, c'est en soirée. Vous savez que nous n'organisons que très rarement des colloques, tous les 2 à 3 ans. Donc cette année, le colloque est organisé à la Maison de la Chimie à 18h sur la connectivité entre, rapport de durabilité et état financier, un sujet quand même d'actualité et pour le coup intéressant. On y présentera, des études que nous avons faites avec Actéo, sur les premiers rapports de durabilité et sur le sujet particulier de la connectivité. Donc si, ce colloque vous intéresse, n'hésitez surtout pas à contacter Laure Chatin, c'est elle qui prend les inscriptions. Le colloque est gratuit, mais par contre, il faut absolument s'inscrire, vous ne pourrez pas entrer si vous n'êtes pas inscrit. Voilà, un grand merci en tout cas à tous et à très bientôt. Excellente journée. Merci. Au Merci, au revoir. revoir.